Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre dernier brief de la semaine, en ce vendredi 13 mars 2020. Et comme d'hab, avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Vraiment, n'hésitez pas. Tout ce qui ne se passe pas sur YouTube, ça se passe avec la communauté et ça se passe sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est en description et dans les commentaires. D'ailleurs, vous avez un petit channel qui s'appelle Bienvenue qui vous explique comment fonctionne le Discord. Donc tout ce que vous pouvez y récupérer, pas mal de documents, de documentation, etc. Pardon. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, ce sera un brief vraiment spécial. Donc je vous avais parlé de la petite vidéo à l'initiation, de ce que je pensais justement de l'halving, du hash rate, de ce qu'avait créé le Bitcoin, hein, donc un business qui est le mining. Qu'est-ce que je pensais de tout ça, qu'est-ce que je pensais du prix de production, comment le prix du Bitcoin peut réagir face à tout ça. Donc aujourd'hui ça sera cette vidéo. Désolé si elle n'est pas aussi complète que ça devait l'être, j'étais encore en train de la préparer, elle devait sortir à horizon de l'halving, hein, c'est-à-dire fin avril, début mai. Malheureusement je me sens obligé de la faire maintenant justement parce que j'entends beaucoup de bêtises, beaucoup de choses qui sont incomprises à mon sens et j'ai envie justement d'apporter mes arguments et d'apporter ma vision des choses avec le recul que j'ai vis-à-vis de ce marché. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça. On va parler aussi technique, on va parler rationalité, on va parler psychologie, on va parler comme d'habitude de nos spread forwards, de nos risk on risk off, donc ce qui se passe dans l'économie actuelle bien entendu. On va faire beaucoup d'order flow aussi, enfin un peu d'order flow du moins. On va parler aussi de la navigation des capitaux parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et bien entendu, si j'ai le temps, vraiment, si j'ai le temps, on parlera des altcoins, hein, donc de Ether, XRP, Litecoin et Ethereum classique. Donc voilà, j'ai pris les quatre ici qui ont des éléments, des choses intéressantes à parler. Donc voilà, on parlera, si vraiment on a le temps, on ira voir ces altcoins. Si c'est pas le cas, désolé, je le ferai lundi du coup ou peut-être dimanche. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc comme je vous ai dit, brief assez spécial, hein, donc aujourd'hui on va se focus que sur du weekly. On va pas aller en daily sur ce genre de mouvement, je pense que ça sert complètement à rien. On va rester sur du weekly. Je vous ai préparé une petite liste ici avec des petits indices que vous allez découvrir, hein, pour gommer des biais, pour voir la charte d'une autre façon, pour parler de tous les scénarios possibles, hein. Comme d'habitude, vous commencez à me connaître un petit peu si vous suivez les briefs. Je vous dis tout le temps que les marchés sont capables de tout. Bon, on en a la preuve aujourd'hui. Je vous dis tout le temps que si vous pensez que le Bitcoin peut aller à 100 000, vous devez penser qu'il peut aller à 1 dollar, et inversement, s'il peut aller à 1 million, il peut aller à 10 dollars, etc. Donc voilà, le marché aujourd'hui nous prouve qu'il est capable de tout, et ça donne justement une leçon, tout simplement. Ça nous donne cette leçon que le marché est capable de tout, et ce que je vous rabâche depuis pas mal de temps. Donc on va commencer par la technique. Donc tout simplement le Bitcoin qui est venu faire son wake off check, tout simplement. Donc voilà, on est venu chercher les 4003 sur Finex ici, sur Bitfinex. Donc on a bien eu le wake off check, hein. Donc on expliquera ce que ça signifie. Au niveau du volume profile, on est bien dans notre gros creux dont je vous parlais depuis très longtemps. Est-ce que je savais qu'on allait y aller? Totalement pas, je ne savais pas du tout. Comme je vous le disais, on a un gros creux dans le volume profile. Ça signifie qu'il y a du travail, il y a du business à faire ici. Est-ce qu'on va venir le faire? J'en sais strictement rien. Bon le marché maintenant il donne la réponse. Oui, il est revenu faire du business ici tout simplement. Donc on va parler technique, comme j'ai dit, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans l'économie, on va parler aussi order flow, on va parler psychologie. Donc voilà, on va parler pas mal de choses. Désolé si ce brief n'est pas assez clair, c'est la deuxième fois que je le recommence, j'étais pas satisfait de la première version. Donc je me suis levé assez tôt, j'ai eu pas mal d'appels personnels, hein, pour me demander ce qui se passait, etc. Si c'était le moment d'investir, et justement on en parlera de tout ça, parce que ça fait partie de la psychologie tout simplement. Donc en tout cas au niveau du Bitcoin en weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? Rappelez-vous, notre premier arrêt a cédé, ici on disait qu'on passe dans un ranging market. Donc ce range ici a été marqué par un W weekly qui a posé le bottom de ce range, et ensuite on a eu un M top, un M weekly, donc une structure baissière qui a posé le top de ce range. Donc actuellement on estime que Bitcoin est dans un range de ce bottom à ce top, tout simplement, donc un ranging market. Et notre but, quel est notre but en tant que trader, dans ces conditions de marché? Nous tout simplement on cherche, et je dis bien on cherche, à acheter un bas de range et à revendre un bas de range, tout simplement. Actuellement on est dans le bas de range. Encore une fois, actuellement nous avons quoi? Nous avons la première raison qui est la localisation. Est-ce qu'une seule raison de localisation, est-ce qu'une seule raison est suffisante pour prendre un trade ou pour établir un setup? Bien sûr que non, c'est ce que je vous rabâche depuis énormément de temps. Les raisons de localisation ne sont pas suffisantes, et là le marché nous donne la preuve totale. Donc, cependant, nous avons les raisons de localisation qui sont plusieurs. On peut avoir plusieurs raisons de localisation. On peut avoir la zone de rechargement, on peut avoir un support, une résistance, une moyenne mobile. Par exemple, je peux afficher la EMA 200, dont je vois beaucoup sur les réseaux. Je vois aussi beaucoup sur YouTube. Simplement, donc voilà, la EMA 200 que moi je vais pas afficher pour le coup. Voilà, ça surcharge la charte. J'en reparlerai peut-être après. Mais voilà, la localisation, ça peut être plusieurs raisons. Comme j'ai dit, une trendline, un wake off check, un creux dans le volume profile, une PRZ, donc une target AB égale CD, une zone de rechargement, etc., etc. Ça peut être énormément de choses. Donc là, on a plusieurs raisons de localisation.
localisation, on a le creux dans le volume profile, on a le wake of check, on a la trendline de cette précédente structure, mais tout ça, toutes ces raisons nous donnent qu'une raison qui est la localisation, tout simplement, et c'est pas suffisant. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une confirmation momentum, comme vous me connaissez. Donc au niveau de la confirmation momentum, on a eu cette belle divergence en weekly, donc maintenant on a une divergence weekly sur MACD qui n'est toujours pas avalée, hein, donc elle serait avalée pour moi si on casse ce deuxième creux ici sur le momentum. Pour l'instant cette divergence est toujours effective, donc j'ai ma localisation, j'ai ma confirmation momentum. Qu'est-ce qu'il me manque pour initier un trade, pour prendre une position à l'achat? C'est une structure. Donc ce qu'on voudrait voir maintenant, c'est que le Bitcoin nous structure un beau W weekly qui nous montre que ça y est, des big boys ont posé un bottom et que tout ce qui revient proche de ce bottom est racheté et que tout simplement la dynamique est en train de s'inverser. Comme on a eu ici tout simplement. Ici on avait une dynamique qui est très baissière quand on voyait un marché qui fait des M dans des M. Je vais mieux le dessiner, désolé. Comme ceci. Quand vous avez un marché qui fait des M dans des M, c'est une dynamique qui est très baissière. Un marché qui est très bas, vous voyez des M dans des M dans des M dans des M. Un marché qui est très baissier. Comment on inverse cette dynamique? Eh bien avec un W. Chose qui a été faite ici tout simplement. On a inversé cette dynamique baissière grâce à ce W ici. Tout simplement, ce W qui ici a permis de lancer ce counter trend rally, ce rallye contre tendance, qui de mémoire avait retracé 61,8, donc ce qui est assez cliché, hein. Souvent on voit le ratio doré comme je l'appelle, mettre un terme à ce rallye, mettre un stop à ce rallye, chose qui a été faite. Donc comment on inverse une dynamique baissière qui fait des M, tout simplement avec un W. Donc ici on a eu notre beau W qui a déclenché ce rallye a été stoppé par les 0,78 et par une structure bearish qui nous a formé un M. Donc là nous sommes sur une nouvelle structure de marché qui est baissière, ok. Quand vous voyez des M dans des M, c'est tout simplement un marché qui est baissier. Quand le marché te sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Ici on voit quoi? Que des M, des sourires, donc le marché est prêt à nous voler notre argent, et c'est chose qui a été faite. Retenez que quand le marché te sourit, comme je le dis tout le temps, c'est que le marché est prêt à te voler ton argent. Tout simplement, c'est une chose que notre mentor nous disait, tout simplement pour se souvenir de ce qu'étaient les M et les W. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on attendrait de Bitcoin pour inverser cette dynamique qui est baissière? Un nouveau W. Lorsqu'on aura un nouveau W, ça nous indiquera qu'on est prêt à revisiter, à mon sens, le haut de ce range, donc revenir potentiellement ici. Actuellement, tant qu'on ne voit pas de W se structurer, à mon sens, il n'y a rien qui nous indiquera qu'on est prêt à retourner voir le haut de ce range, tout simplement. Donc en tout cas, maintenant, techniquement, je dirais c'est toujours trop tôt pour acheter, et vous devez comprendre que dans mon cas, dans ma stratégie et dans ma façon d'aborder les marchés, je n'achète pas un prix. Quand je dis qu'il est trop tôt pour acheter, vous devez vous dire, mais il nous prend pour des cons, lui veut acheter du Bitcoin à 0$, mais totalement pas. Ce que je veux, c'est que le Bitcoin me montre que sa dynamique se retourne et qu'on repasse dans une dynamique haussière. Je m'en fiche du prix auquel j'achète du Bitcoin. Enfin, le prix auquel j'achète, c'est tout simplement la raison de localisation qu'actuellement j'ai. Mais comme je l'ai dit, je veux que le Bitcoin me montre qu'au niveau du momentum, les bulls, si je veux être acheteur, les bulls sont en train de reprendre le contrôle du momentum, donc que ce mouvement baissier s'affaiblit, donc ce mouvement baissier ici s'affaiblit. Potentiellement, si on reste dans l'état actuel d'un momentum actuel, on peut se dire que oui, en effet, le momentum est en train de s'affaiblir. Si on va casser ici, le momentum ne s'affaiblit pas du tout, il est en train de se renforcer. Il faudra attendre une nouvelle confirmation momentum à mon sens. Mais dans l'état actuel du marché, en ce 13 mars, désolé, je suis un peu fatigué, j'ai peu dormi. À l'état actuel, en ce 13 mars, le momentum ici nous montre que ce mouvement baissier depuis les 13 900$, 13 800$, voilà, malgré cette grosse purge ici, est en train de s'affaiblir. Donc est-ce que les bears vont continuer de pousser et le momentum va continuer de pousser et annihiler cette confirmation momentum? C'est ce qu'on attend de voir. Mais pour l'instant, cette confirmation momentum est là, et ce qui manque, c'est la structure qui nous montre, comme je vous ai dit, qu'on est prêt à repartir sur une dynamique haussière, et c'est ce qui me donnera ma raison d'investir dans le Bitcoin, tout simplement, de prendre des positions à moyen long terme. Et je vous inviterai toujours à attendre les W weekly, W monthly, comme je le rabâche dans les briefs depuis la création des briefs, depuis la création de cette chaîne, d'attendre des structures bullish qui vous montrent que la dynamique s'inverse à moyen long terme et qu'on est prêt à retrouver des prix haussiers potentiellement. C'est ce que nous indiquent les structures, comme on l'avait eu ici, qui nous avait prévenu d'un rallye tout simplement, et le rallye a bien été effectué. Ok ? Donc voilà, donc maintenant c'est ce que j'attends, c'est un W weekly, et je m'en fiche, c'est-à-dire que je préfère acheter par exemple un BTC qui fait ça, donc acheter un Bitcoin par exemple, si la structure se fait à 5100$, acheter un Bitcoin à 5100$ qu'acheter un couteau à 4121$. Je préfère acheter un Bitcoin qui me structure un beau W weekly, qui m'indique que la dynamique est en train de s'inverser, qu'on est prêt à retrouver des prix haussiers, que d'acheter un Bitcoin à 4000, mais de ne pas savoir si le Bitcoin tout simplement peut continuer de faire des M et à dégueuler. Ce que je vais avoir, c'est vraiment, comme je le répète, que la dynamique s'inverse. Actuellement, c'est pas le cas, ça mettra du temps, je vous le rabâche, les bottoms, ça met du temps à se poser, ça met plusieurs trimestres généralement, voire même plusieurs années, hein. Si on retourne en 2016 par exemple, lorsque le bottom de 2015-2016 a été posé, vous voyez ici ce maxi W
Ce Maxi W Monthly ici, il a mis quand même du 15 janvier à août 2015 à se poser, et la cassure a été donnée en novembre, donc on a mis quasiment un an. Donc c'est très long, un bottom c'est très long à se poser. Donc maintenant ce qu'on attend tranquillement, en tout cas ce que j'attends moi, c'est qu'on me montre que les big boys ici posent un bottom. Donc là maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la technique, dans l'order flow. Donc comme je vous avais parlé, pour le coup je vais juste aller en daily pour vous parler de ce que j'ai dit hier. Comme on l'a vu hier, on était en train de holder le wake of check. Donc tout simplement la neckline ici, vous voyez tout ce qui revenait ici c'était défendu, et je vous avais dit que si on revient ici, à mon sens, c'était très peu probable de trouver un bottom, et que je pense que les institutions, en tout cas où les market makers, allaient pousser ce marché, allaient faire un nouveau plus bas pour récupérer cette liquidité et la pousser. C'est exactement ce que je dis dans le brief d'hier, et c'est chose qui a été faite maintenant. C'est la même chose en weekly. Tout simplement, je vais vous exposer exactement la même chose. Tout simplement, on va aller en weekly et on va voir que ici, ce bottom précédent qui a été posé, on peut voir qu'il y a énormément d'acheteurs ici. Donc, quand le prix du Bitcoin était ici, est-ce que ces acheteurs ici se sentaient menacés sur cette grosse zone d'accumulation? Non, ils ne se sentaient pas menacés. Par contre, là, le Bitcoin commence à revenir chercher ces acheteurs ici de long terme qui peuvent se sentir menacés. Et vous voyez, dès qu'on est revenu ici, hop, le prix a été rejeté directement. On peut aller en 4 heures pour le coup. On va aller en 4 heures pour vous montrer ça. Donc la zone de prix c'est entre les 4002 et voilà les 3000 $ on va dire. Donc vous pouvez voir en 4 heures. Je vais zoomer. Dès qu'on est revenu chercher cette zone de prix, on a méché immédiatement et ça a automatiquement été rejeté. Ok. Donc ici c'est ce qui nous montre que ici on a des gens qui ne veulent pas, qui se sentent menacés, et dès que le prix revient ici, se sentent obligés de le repousser directement, et c'est normal. C'est-à-dire que à mon sens, si on s'installe trop longtemps dans cette zone de prix, le but ce ne sera pas d'offrir à mon sens, d'offrir une deuxième opportunité et de laisser tranquillement ces gens revenir accumuler ici. Je pense que si on revient ici et qu'on s'y installe, le but ce sera simplement de récupérer toute cette liquidité qui a été exécutée ici et de revenir la pousser plus bas, et malheureusement le Bitcoin pourrait aller sous les 3000 $ pour récupérer toute cette liquidité. Des institutions peuvent justement se servir de toute cette liquidité qui a été exécutée ici pour aller la pousser plus bas. Pour l'instant c'est pas le scénario qu'on envisage, nous on envisage tout simplement le ranging market, c'est-à-dire que c'est un Bitcoin qui va essayer de bottom dans le bas de ce range et nous montrer qu'il est prêt à aller revisiter le haut de ce range. Donc ça mettra du temps, ça mettra potentiellement des semaines. Donc voilà, nous on va suivre ça au cours des prochains briefs. Mais en attendant, ce qu'on attend, c'est comme je vous ai dit, que le Bitcoin nous montre qu'il soit prêt à inverser cette dynamique baissière qui nous fait que des M en faisant un nouveau W. Désolé, je perds un petit peu mes mots, vraiment j'ai très peu dormi, donc vraiment je suis désolé. Donc voilà, je pense qu'au niveau de la partie technique sur du weekly, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici, je vois rien de plus à dire. Donc encore une fois, attendez tranquillement qu'une structure se mette en place, vraiment c'est la meilleure recommandation que je pourrais vous faire, et je vous recommanderais toujours d'encadrer vos trades avec 3 raisons, qui est localisation, confirmation momentum et structure. Tout simplement, comme j'ai dit, la localisation qui est de savoir où est-ce que vous allez acheter, la confirmation momentum qui vous montre que les bulls reprennent le contrôle sur le momentum si vous êtes acheteur et que le mouvement baissier perd de sa force, et la troisième raison, la structure qui vous montre que la dynamique est en train de s'inverser, et pour l'instant c'est pas le cas. On a affaire depuis les 13 800 à un mouvement qui est complètement baissier parce qu'on continue de voir des M dans des M, etc. Et ça c'est mauvais signe. Si vous êtes des acheteurs, vous voulez voir des W comme on l'avait eu ici. Voilà, donc là je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie weekly. On va aller sur les spreads forwards très rapidement. Désolé, je perds un petit peu ma voix. On va aller sur les spreads forwards, donc les spreads forwards qui vomissent complètement. Donc voilà, on a des spreads qui sont sous backwardation. Comme je vous ai dit hier, si on veut un mouvement baissier, on va avoir des spreads en backwardation, c'est-à-dire que ici vous avez les forwards qui cotent déjà à 4400 $. Donc c'est ce qui crée un spread entre le spot price et les forwards. Donc les forwards, qu'est-ce qu'un forward? C'est tout simplement un contrat qui, comme un contrat futur, à part que la chose qui est différente, c'est que les termes du contrat peuvent ne pas être respectés par un des deux parties. C'est-à-dire que, par exemple, un individu A ne peut ne pas respecter les termes du contrat qui a été fixé ou peuvent être modifiés. C'est tout simplement ça un forward. Sensiblement la même chose qu'un futur, à part que les termes du contrat peuvent évoluer. Donc on a des forwards justement sur le marché des cryptos, et nous on se sert justement des spreads forwards pour estimer un petit peu dans quel environnement on se situe. Si on est dans un environnement qui est sous backwardation, donc dans un environnement dans lequel l'offre sera supérieure à la demande, et actuellement c'est exactement le cas, on a des spreads en backwardation, donc l'offre est énormément supérieure à la demande, donc c'est tout ce qu'il y a pour voir un mouvement baissier.
Donc voilà, donc ce mouvement baissier est bien soutenu par les spreads forwards actuellement. Donc c'est exactement pareil sur Ethereum, exactement pareil sur LTC. Donc voilà, et on voit qu'actuellement, bon bah malheureusement on continue de voir des W potentiellement sur le Tether, sur notre spread Tether, donc que les capitaux continuent de rentrer dans le Tether et ne rentrent pas dans le Bitcoin et dans les altkits. Le Bitcoin et les alt, bon je vois que les stablecoins ont des petits problèmes de liquidité, donc il y a des variations de prix, donc ça peut changer un petit peu, mais on continuera de surveiller ça au cours de la semaine prochaine du coup. Mais tout ça pour dire qu'actuellement on est en backwardation et c'est très mauvais signe, hein. Ça nous montre que ce mouvement baissier ici actuellement, entre guillemets, est sain. Donc voilà, mais ça on y reviendra après. Quand on parlera de psychologie, de panique, de cascade de liquidation, etc., ce brief sera vraiment très 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 long. Je pense. Donc voilà, on a fini de parler des spreads forwards, maintenant on va parler des risk on et des risk off. Donc on voit que les assets à risque continuent de dégueuler. Je pense qu'actuellement Bitcoin est en train de nous prouver qu'il est corrélé aux assets à risque pour le moment, et complètement corrélé aux assets à risque. Est-ce que Bitcoin est une valeur refuge? Pour l'instant il n'est pas en train de le prouver. Comme je vous ai dit, personnellement j'attends une récession, j'attends une crise économique qui me montre que Bitcoin est prêt à se positionner comme un gold, comme une valeur refuge. Actuellement c'est pas le cas, il est en train de se comporter totalement comme un asset à risque. Donc c'est pour ça que je laisse du côté des assets à risque. Ça on en parlait depuis la création des briefs du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui ça devient très actuel. Donc voilà, personnellement je laisse le Bitcoin du côté des assets à risque tant qu'il se comportera comme tel, et j'attends toujours une récession comme je l'explique dans les briefs du lundi, dans lequel on parle courbe des taux, etc. Que je laisserai Bitcoin du côté des assets à risque tant qu'il se comporte comme tel, et tant qu'on n'a pas de récession, et qu'il me montre que ce n'est pas une valeur refuge, que c'est une valeur refuge, pardon. Si on a une récession et que c'est très bullish pour Bitcoin, je serais prêt à la basculer du côté du gold, hein, donc des risk-off, mais des risk-off, donc pour l'instant c'est pas le cas. Au niveau de la capitalisation, de l'étude de la navigation des capitaux, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les alts contre le Bitcoin restent assez solides, malgré les mouvements de marché, hein, donc une candle quand même en weekly de moins 4000 $, voire même moins 5000 $ de tête. Et on voit que les alts contre le Bitcoin, et je parle bien contre le Bitcoin, je parle pas contre le dollar. Le Bitcoin se prend une claque contre le dollar, donc tout naturellement les alts se prennent une claque contre le dollar. Ce que je veux dire, c'est que les alts restent assez strong contre le Bitcoin, et c'est ce dont on avait parlé quand on avait vu ce W weekly, et tant que ce creux est maintenu, pour moi les alts seront fortes contre le Bitcoin, tout simplement, et c'est ce qui montre qu'à l'heure actuelle, comme on le voyait, un Ethereum pouvait moins retracer qu'un Bitcoin, tout simplement. L'Ether pouvait moins retracer qu'un Bitcoin, donc là vraiment il y a eu vraiment beaucoup de panique, donc ça a été le cas. Ils ont retracé quasiment de la même façon, même voir Ethereum un peu plus profond, mais comme on le voyait au cours de la semaine dernière, Ethereum retraçait moins, donc il nous montrait qu'il était plus fort qu'un Bitcoin. Mais ça on y reviendra justement après. Ok, donc justement les altcoins on y reviendra après. Donc là je vais initier ce dont je voulais vous parler au niveau de l'hash rate. Désolé c'est en blanc, je peux pas mettre en noir si ça vous abîme un peu les yeux, n'hésitez pas à baisser la luminosité. Je me suis fait cette remarque actuellement, ça me crame un petit peu les yeux le matin, mais bon c'est pas grave, on va faire avec. Donc on va parler de l'hash rate, des confirmations de transactions, du taux de transaction journalier. On va parler de la difficulté, donc du prix de production du Bitcoin. Donc, comment je vais aborder ça? Je vais aborder ceci avec une première chose. Donc, qu'est-ce qu'a créé le Bitcoin depuis sa création? Il a créé un business, à mon sens, il a créé un business qui est le mining. Le mining, c'est tout simplement le fait de miner du Bitcoin et d'être récompensé en Bitcoin, et de pouvoir revendre ces Bitcoins en ayant tout simplement des dollars potentiellement, ou vous êtes récompensé en ayant des Bitcoins. Donc, ça a tout simplement créé un business qui permet de gagner de l'argent. Ok? Donc, on a un taux d'hash rate qui a explosé, on a un taux d'hash rate en terahash, hein, donc là c'est en millions, qui a vraiment explosé. On est passé de fin 2017, donc quand le Bitcoin était à 20 000 $, on avait un taux de terahash. Donc voilà, donc c'était fin 2017, donc on avait un taux, donc ici décembre 2017, on va prendre exactement, on avait un terahash de 13 millions. Maintenant, le Bitcoin est à 5 000 $ et on a un terahash de 97 millions, ce qui fait que la difficulté a explosé. Une difficulté qui explose, c'est-à-dire un prix de production qui lui aussi explose, c'est-à-dire que le prix de production explose, mais lui, le prix du Bitcoin n'explose pas pour le coup. Ce qui fait que là, il y a déjà premièrement une divergence. Il y a une divergence, c'est-à-dire que le prix de production explose, mais le prix du Bitcoin n'explose pas. Donc ça pose problème. Malheureusement, ici, je pense qu'on est parti. En fait, le mining ici était, à mon sens, était sain, c'est-à-dire qu'ici, il y a des gens qui supportaient le réseau Bitcoin parce qu'ils croyaient en Bitcoin, et on n'était pas dans une spéculation au niveau du mining. C'est-à-dire que, à mon sens, ici, il y avait des gens qui minaient du Bitcoin parce qu'ils croyaient en Bitcoin. Alors oui, pour la profitabilité, bien entendu, mais parce qu'ils croyaient en Bitcoin et ils se devaient de soutenir le réseau Bitcoin. Lorsqu'on a eu ce gros rallye des 20 000 $, ça a ramené plein de gens, des investisseurs, qui du coup ont investi, qui ont balancé des millions dans des fermes,
Ce qui fait que le taux de terahash a explosé. Mais malheureusement, lui, le prix du Bitcoin n'a pu exploser après les 20 000 $. Ce qui fait qu'on a créé une énorme divergence. Le taux de hash rate a explosé. Le taux de hash rate a explosé, la difficulté a explosé. Ce qui fait que le prix de production a aussi explosé. Ok ? Le prix de production en moyenne se trouve aux alentours des 6-7 000 si je dis pas de conneries, avec un plus bas aux alentours des 3-4 000. Ok, donc voilà, mais ce qui fait que c'est aussi élevé potentiellement, enfin ça dépend, tout est subjectif, ça dépend de votre vision des choses, c'est simplement à cause de la difficulté qui est beaucoup trop haute parce que justement le taux de hash a explosé. Est-ce que ce taux de hash qui explose est justifié? À mon sens, il n'est pas justifié. Alors oui, plus vous allez avoir de hash, plus vous allez avoir un taux de terahash élevé, plus vous allez avoir un réseau qui est sécurisé, des fees qui sont faibles, des transactions qui se font assez rapidement. Ok, ça c'est bien, ça c'est nickel, c'est des points positifs. Mais les points négatifs, il y en a beaucoup. Ce qui fait que le prix de production augmente énormément parce que la difficulté augmente énormément. On a bientôt l'halving qui va réduire les récompenses. Donc ça aussi, il faut le mettre en tête. Il faut se mettre en tête que avec l'halving, le prix de production, en théorie, devrait encore augmenter, puisque les rendements, les rewards des mineurs vont baisser tout simplement. La rentabilité va baisser parce que les récompenses seront moindres, vont être divisées par 2, si je dis pas de conneries, corrigez-moi, mais je pense que c'est ça. Les récompenses vont être divisées par 2 suite à l'halving, ok ? Donc ce qui fait que, je me répète, on a un taux de hash qui a explosé et qui à mon sens n'est pas justifié. Pourquoi ? Parce que je pense que le réseau n'a pas besoin d'un taux de hash qui est autant élevé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à l'heure actuelle, on est en 2020, on est le 13 mars 2020 où je tourne cette vidéo, on a environ 287 000 transactions par jour. Donc ça c'est en moyenne, aujourd'hui on a 287 000 transactions par jour. Si je prends un pic par exemple de 2016 ou une moyenne de 2016, je prends un pic de 2016, on avait aussi 270 000 transactions par jour. C'est-à-dire que l'évolution, l'utilité du Bitcoin, ok, a grandi, c'est-à-dire que voilà, on a plus de transactions, mais elle n'est pas... vraiment désolé, je perds mes mots, elle n'est pas proportionnelle, voilà, au taux de hash qui lui a explosé. C'est-à-dire qu'on a une utilisation du Bitcoin qui n'a pas explosé comme le taux de hash qui lui a explosé. C'est-à-dire qu'à mon sens, le réseau n'a pas besoin d'autant de hash rate, n'a pas besoin de autant de mineurs pour tourner à cette heure-ci. Et quand j'entends parler de capitulation des mineurs, alors que faut quand même se rappeler qu'il y a 2 ans, on était à 11 millions de terahash et que maintenant on est à plus de 100 millions, voilà, avec un pic à 130 millions, l'hash rate a quand même fait x10. Plus de x10 quasiment. Il a quand même fait x10 le terahash. Est-ce que c'est justifié? À mon sens, bah non. Le taux de transaction est le même. L'utilité du Bitcoin n'a pas changé depuis cette période. Donc le réseau tournait très bien. Donc on va prendre janvier 2016, le réseau tournait très bien. En janvier 2016, est-ce que le réseau du Bitcoin était mort en janvier 2016? Non. Le réseau du Bitcoin était composé de 747 000 terahash. À l'heure actuelle, pour un même taux de transaction, on est à 97 millions. Pensez pas qu'il y a quelque chose qui va pas là. Donc à mon sens, maintenant on va parler spéculation, je pense qu'on a besoin d'une purge spéculative au niveau des mineurs, c'est-à-dire que tous les mineurs qui sont venus dans ce marché, qui ont investi dans le mining, qui ont investi dans des fermes de minage, qui ont dépensé des millions, à mon sens, on doit avoir une purge spéculative, c'est-à-dire que ces gens-là, qu'ils ont été là que pour miner du Bitcoin dans un but spéculatif, pour avoir un reward automatique, parce que oui, quand vous avez un prix de production qui est à 5 000 et que vous avez un Bitcoin à 13 000, vous avez un Bitcoin à 10 000, à 8 000, c'est-à-dire que vous minez du Bitcoin, vous êtes automatiquement rentable. Donc bien entendu, il y a des investisseurs qui se ramènent avec des millions, qui créent des fermes et qui sont rentables immédiatement, ce qui crée aussi une nouvelle pression vendeuse, puisque s'ils sont là que pour la spéculation et qu'ils en ont rien à foutre du Bitcoin à long terme, eux dès qu'ils minent du Bitcoin, ils vont tout simplement les vendre, ils veulent une rentabilité immédiate. Donc c'est ce qui fait que ce taux de hash explose. Comme je le répète, la difficulté explose, le prix de production explose, et ça c'est pas ce qu'on veut voir parce que eux malheureusement les prix ne suivent pas. Et j'entends beaucoup de choses de oui, si les mineurs ne sont plus rentables, les mineurs instaurent des planchers de marché. Non, c'est faux. Le marché est simplement représenté par l'offre et la demande, et c'est l'offre et la demande qui fait le prix du Bitcoin, c'est pas les mineurs qui font le prix du Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin décide de rester à ses prix post-halving, à mon avis, il va falloir faire une purge au niveau des mineurs et il va falloir que le taux d'hash rate dégonfle énormément et revoir un taux de hash, par exemple, à mon sens, à 20 milliards. Ouais, on est en millions, à 20 millions de terahash, à mon sens, ça ne signifiera pas que le réseau du Bitcoin est mort. Au contraire, il nous a prouvé qu'avec un même taux de transaction, fin 2016, le réseau était capable de tourner avec 747 millions de terahash. Et j'entends parler de capitulation alors qu'on est quand même à 100... non, ici je dis des conneries, désolé, je suis fatigué, désolé, à environ 600 000 terahash. Maintenant on est à 100 millions de terahash et j'entends parler de capitulation alors que pour un même taux de transaction, l'hash rate est quand même... Là on parle de 100 fois plus élevé, l'hash rate est 100 fois plus élevé. C'est-à-dire que le réseau peut toujours tourner, c'est-à-dire que même si on retrouve par exemple
un Bitcoin qui revient chercher un taux de terahash équivalent à janvier 2019, le réseau continuera de tourner. Il nous l'a prouvé par le passé que le réseau tournait très bien. Donc pourquoi, si on revient à un taux de terahash, comme je dis, qui est même de 20 millions, pourquoi le réseau serait mort? Et c'est ce qui permettrait, justement, si on dégage tous ceux qui étaient là pour miner du Bitcoin dans un seul but spéculatif, bah, ces gens-là vont débrancher et ces gens-là vont perdre de l'argent. Comme je vous ai dit, le Bitcoin a créé un business qui est le mining. Dans tout business, on arrive à un seuil de profitabilité qui est maximal. Et il y a des gens qui ont très certainement investi dans le mining, dans des fermes, à ce sommet. Et comme dans tout business, bah, il y a un sommet. Et il y a des gens qui perdent de l'argent dans tout business. Et comme le Bitcoin a créé un business qui est le mining, ceux qui vont perdre de l'argent, c'est ceux qui se sont ramenés avec des millions, qui ont investi dans le mining dans un seul but spéculatif. Et je pense qu'on doit faire une purge spéculative au niveau du mining, c'est-à-dire que le taux de hash doit vraiment dégonfler, que tous ces mineurs qui sont venus dans un but spéculatif doivent dégager et qu'on doit garder justement que des mineurs qui sont là, qui sont prêts à soutenir le réseau, comme ils étaient là en 2014, en 2015, en 2016, en 2017 aussi, prêts à soutenir justement le réseau parce qu'ils croient au Bitcoin et qu'ils ne sont juste pas là pour faire une profitabilité immédiate et à revendre leur Bitcoin par la suite sur le marché. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a un taux de hash qui est bien trop élevé comparé au taux de transaction et à l'utilité réelle du Bitcoin, ce qui fait qu'on a une spéculation qui est énorme au niveau du mining et qu'on a beaucoup trop de mineurs qui sont là dans un seul but spéculatif, et quand on parle de purge spéculative, on se doit de dégager tous ces mineurs. Donc vraiment, si j'ai dit des mauvaises choses dans cette vidéo, vraiment là je veux créer un débat, n'hésitez pas à me dire en commentaire non, là tu dis une bêtise, etc. On peut penser autre chose, vraiment, n'hésitez vraiment pas à me donner vos avis en commentaire, mais le fond de ma pensée, c'est que le taux de hash a beaucoup trop explosé comparé au prix du Bitcoin actuellement, et que ça, c'est pas le Bitcoin qui va le payer, parce que le Bitcoin nous a montré par le passé que lui, il peut tourner avec un taux de hash 100 fois inférieur. Il nous l'a prouvé avec un taux de transaction qui est le même, on l'a vu. En 2016, on avait bien une transaction de 270 000 bitcoins par jour, maintenant on est à 287 000. Et le taux de hash, on le rappelle, était de environ, on va dire entre 600 000 et 1 million. Maintenant on est à 100 millions, c'est-à-dire que même si on revient à un taux de terahash, on va dire dans le pire des cas à 5-10 millions, le Bitcoin, le réseau continuera de tourner, je suis désolé, le réseau continuera de tourner. Ce qui fait que la difficulté pourra baisser énormément, ce qui fait que automatiquement le prix de production lui aussi pourra baisser. Et je le répète, les mineurs ne font pas le prix du Bitcoin. Ce qui fait le prix du Bitcoin, c'est tout simplement le reflet de l'offre et la demande. Et les mineurs doivent se plier à cette offre et cette demande. Et comme je l'ai dit, si on a eu un abus spéculatif, qui à mon sens est clairement le cas au niveau du mining, faudra que ces mineurs se cassent, ceux qui sont juste là pour la spéculation se barrent, c'est eux qui vont perdre de l'argent, c'est eux qui auront investi des millions dans des fermes au sommet de ce seuil de profitabilité de ce business qui est le mining. Et je pense qu'on a besoin de corriger cette énorme parabole sur l'hash rate qui permettra de faire baisser le prix de production et ce qui permettra au réseau du Bitcoin de continuer de tourner et d'avoir des mineurs qui sont là pour soutenir le réseau, qui peuvent être rentables. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a maintenant sur le marché des cryptos, surtout au niveau du Bitcoin? On a plein de façons de se hedge, c'est-à-dire que même si des mineurs minent à perte, ils peuvent se hedge pour ne pas miner à perte grâce au contrat qui est le short, le long, etc. Ils peuvent se hedge, ils peuvent vendre des bitcoins pour se couvrir d'une baisse du Bitcoin, pour se couvrir justement si le prix du Bitcoin, si le coût de production est inférieur à leur propre, enfin si le prix du Bitcoin est inférieur à leur coût de production à eux, shorter Bitcoin par exemple, ça peut être une solution pour eux, pour se hedge, pour continuer de miner et ne pas engranger trop de pertes, voire même pas de pertes s'ils arrivent à assez se hedge. Donc on a maintenant beaucoup de contrats dérivés comme sur BitMEX, on a les contrats futurs comme les CME futurs, on a des contrats futurs sur Kraken, on a des contrats futurs un peu partout, on a des forwards. Donc maintenant le Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies, on peut se hedge, donc les mineurs peuvent se hedge aussi, c'était une chose que je voulais dire. Donc voilà, mais en tout cas le fond de ma pensée, c'est de dire que le taux de hash est beaucoup trop monté, tout simplement, donc que le prix de production est beaucoup trop monté, et le fond de ma pensée, c'est qu'on a besoin d'une grosse purge, et cette purge, à mon sens, ne sera pas négative au réseau, au contraire, parce que par le passé, il nous a prouvé qu'il pouvait tourner avec un taux de hash beaucoup moins élevé, et je pense qu'on a besoin d'avoir un taux de hash beaucoup plus faible, tout simplement pour que, comme je l'ai dit, les mineurs qui sont là, tout simplement, pour soutenir le réseau, eux puissent être rentables et continuer de soutenir ce réseau, et qu'on dégage tous ceux qui sont venus que pour la spéculation. Et le fin mot de cette introduction, de cette introduction à l'hash rate, c'est tout simplement on a besoin d'une purge spéculative et de dégager les mineurs qui ne sont là que pour la spéculation et qui ne soutiennent pas le réseau.
Donc voilà, ça c'était le fond de ma pensée sur l'halving, sur l'halving, sur le hash rate, sur le mining, voilà, sur le mining du Bitcoin tout simplement. Et à mon sens, un Bitcoin qui va sous 3000 $ ne signifie pas sa mort. Il y a énormément de mineurs qui vont devoir débrancher et comme on l'a dit, ils vont dégager, ceux qui sont juste là pour la spéculation vont dégager, ce qui permettra de baisser le prix de production de ceux qui actuellement nous ont fourni des rapports et nous prouvent à l'heure actuelle qu'ils arrivent à miner du Bitcoin entre 3000 et 4000, bah à eux, si la difficulté baisse, leur prix de production baissera, et ils pourront continuer de miner du Bitcoin. Leur prix de production baissera, donc ils pourront continuer de miner du Bitcoin et à faire tourner le réseau, même si le Bitcoin va sur 3000. Alors la chose qui intervient maintenant, et on va en parler, c'est le risque de l'attaque 51, c'est-à-dire que qu'une entité récupère énormément, quasiment tout le taux de hash et récupère une grosse partie de taux de hash. Ça peut amener à une attaque 51, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la question que je vous pose maintenant c'est pourquoi faire une attaque 51? Pourquoi détruire le réseau? Ça sert strictement à rien. Pourquoi mettre fin au réseau? Voilà, pour moi, à mon sens, ça sert strictement à rien de faire une attaque 51. Et justement, comme notre mentor le disait, dès qu'on entend parler d'attaque 51, c'est qu'on est proche d'un bottom. Donc voilà, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à expliquer vos avis en commentaire, à vous dire que si à votre sens vous pensez que le réseau peut tourner même si l'hash rate retourne à 10 millions de terahash, 5 millions, etc. Vraiment vos avis vraiment m'intéressent, donc n'hésitez pas à débattre de ça en commentaire et j'hésiterai pas à répondre et à corriger mes dires si besoin. Donc voilà, ça c'était pour la partie hash rate, pour prouver avec des chiffres que à mon sens Bitcoin n'est pas mort s'il va sous 3000 $. Donc maintenant, on va rentrer dans une analyse plus poussée qui est vraiment à plus long terme. Pour le coup, on va rentrer à vraiment plus long terme. Et là, je vais tout simplement passer sur une échelle logarithmique et on va regarder un petit peu, le Bitcoin sous une vue monthly. Et où est-ce qu'on se situe avec des Fibos de retracement, donc des retracements de Fibonacci en échelle logarithmique. Donc si vous ne le saviez pas, TradingView permet justement de mettre des Fibonacci en échelle logarithmique. Tout simplement, vous allez dans les paramètres de Fibonacci, vous mettez en log ici et vous mettez Fib level based on log scale. Donc des Fibonacci qui sont basés sur une échelle logarithmique. Donc en français, ça doit être ça la traduction. Donc voilà, et vous avez tranquillement un Fibonacci qui est posé en échelle logarithmique. Et ce qu'on peut voir en échelle logarithmique, c'est que le Bitcoin, de tout ce mouvement ici, est revenu chercher son premier arrêt. Donc rappelez-vous, tant que le premier arrêt est maintenu, l'objectif c'est d'aller faire de nouveaux ATH. Cependant, ce qu'on voit actuellement, c'est que potentiellement le Bitcoin est en train de nous faire un énorme sourire. Rappelez-vous, quand le marché de sourit, c'est qu'il est en train de te voler c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, et ce sourire sera confirmé si on perce les 3000 $. Donc si on perce les 3000 $, ça serait très mauvais signe à moyen long terme pour le Bitcoin, pour le prix du Bitcoin. Et rappelez-vous, notre règle est que si le Bitcoin casse le premier arrêt, il peut aller chercher les 0,618, donc on pourrait retrouver un Bitcoin à 1000 $. Est-ce qu'on va avoir un Bitcoin à 1000 $? C'est totalement pas mes dires. Je ne suis pas en train de dire qu'on peut avoir un Bitcoin à 1000 $, je suis juste en train de dire que le Bitcoin, pour garder potentiellement, pour aller chercher de nouveaux plus hauts à moyen long terme, on va plus parler à moyen terme, on doit maintenir le premier arrêt, donc on doit maintenir les 3100 $. Si on perce les 3100 $, ici on va faire un énorme smile, un énorme M monthly, même un M trimestriel, hein. Vous voyez ici on ferait un gros sourire trimestriel, ce qui serait très mauvais signe, et potentiellement les prochains objectifs, je vais repasser en monthly, les prochains objectifs seraient tout simplement potentiellement la zone de rechargement en log ici, donc entre les 1000 $ et les 439 $. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Est-ce que je dis qu'on va y aller? Absolument pas, hein. Je dis que il est possible qu'on aille faire un tour dans cette zone si les 3100 $ cèdent. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être testés, je vais passer en weekly, donc si les 3100 $, techniquement il y a des objectifs techniques à aller chercher si vraiment les 3100 $ cèdent. Le V-bottom ici des 1800 $, tout simplement. Donc les V-bottom sont amenés à être testés. Est-ce qu'on va aller à 1800 $? J'en sais strictement rien. Et ici on va pas parler de ça. Rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai dit que ici c'était un range. Le but c'était de racheter le bas du range. Si on voit un beau petit W weekly se mettre en place ici, pour aller revisiter le haut de ce range et potentiellement s'en extraire à la hausse et reprendre une hausse et retrouver de nouveaux ATH. Ok? Ici on parle pas de scénario catastrophique, mais je suis obligé de vous parler de la structure de prix qui, à long terme, si on nous fait un gros smiley ici, un gros smile, ça nous indiquera que le marché est prêt à voler notre argent et que potentiellement la prochaine direction, ça serait la zone de rechargement ici. Est-ce qu'on va y aller? Encore une fois, je préfère insister là-dessus. J'en sais strictement rien. Est-ce que je suis en train de dire qu'on va y aller? Absolument pas. Ok? Là, je vous parle juste de technique.
Ok, donc là je vais vous afficher maintenant une charte psychologique tout simplement que vous avez dû voir partout. Et la question que je suis en train de me poser, est-ce qu'on est dans ce cas de marché, c'est-à-dire que est-ce qu'on est dans ce cas de marché du gros rallye, donc du disbelief, personne n'y croit, l'espoir, ok, ce rallye est peut-être réel, l'optimisme, du coup, ce rallye est réel, la croyance, voilà, c'est le temps de s'investir à fond, etc., jusqu'au top. Et est-ce qu'on n'était pas dans la partie complacency, donc qui est de dire tranquillement, le moteur doit refroidir, on doit repartir pour un nouvel ATH. Donc est-ce qu'on n'est pas dans cette phase? Donc là, j'expose vraiment plein d'arguments, j'expose plein de termes techniques, etc. Donc là, il y a beaucoup de pédagogie. Et vraiment, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. Est-ce qu'on ne serait pas dans ce cas de scénario où tout le monde dit bah non, en fait, tranquillement, le Bitcoin il a bottom à 3000, on doit repartir pour aller voir de nouveaux attaches, elle a 100 000, etc. Et en fait, on est juste en train de nous imprimer un gros M monthly qui mettra un terme à ce rallye et on sera prêt à retrouver des prix plus bas et justement à aller dans la phase anxiété. Putain, pourquoi le Bitcoin va sous 3000? Le déni, non, le Bitcoin c'est une bonne chose, il doit revenir, etc. jusqu'à la capitulation qui est qu'on est dans la zone de rechargement et potentiellement les institutions ici accumulent, on voit un méga gros W, plus personne n'y croit, donc les institutions, je vais vous retirer l'image, les institutions se gavent ici dans la zone de rechargement, la volatilité est tuée, tout comme ils l'ont fait ici, hein. Je peux aller en weekly comme on l'a vu déjà précédemment, je vais retourner en weekly, je vais vous mettre les Fibos, vous allez voir que c'est exactement la même chose. Donc voilà, je prends mon Fibo ici, non hop, je prends le bottom, je prends mon Fibo, je le trace ici, hop, Fibo basé en échelle logarithmique, là je suis pas en échelle logarithmique, donc hop, et on voit que le Bitcoin est venu se poser, est venu faire un petit tour dans la zone de rechargement. Est-ce qu'on va faire la même chose? J'en sais strictement rien, mais à mon sens, si on y va et que vous voyez un cours qui est totalement horizontal, c'est pas le moment de capituler, vous devez en fait inverser votre mindset, vous ne devez pas penser comme le public. Et si les institutions sont en train de se dire, ok, nous on veut du Bitcoin, on veut des crypto-monnaies, le truc c'est que tout le monde est en train d'acheter ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement se servir de toute cette liquidité exécutée ici et la pousser plus bas. Le marché on le met dans un état léthargique, on accumule tranquillement et après on relance un rallye. Et de ceux qui y auront cru ici, qui auront été dégoûtés ici, on les redégoûte en refaisant pump le marché par la suite. Ça peut être un scénario. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui va arriver, je suis juste en train de dire que si on suit ce schéma de psychologie, potentiellement on peut être dans le cas où tout le monde se disait tranquillement on doit refroidir avant de repartir et en fait non, on est en train d'établir un gros top moyen long terme et potentiellement on va rentrer dans des phases de déni, d'anxiété et de vraiment pure capitulation dans cette zone de rechargement et généralement le marché capitule dans les zones de rechargement, ça c'est mon expérience personnelle. La seule chose ici qui ne fait pas partie de mon expérience personnelle, c'est que je ne me suis jamais servi des Fibonacci en échelle logarithmique. Je n'ai jamais établi de stratégie de raison de localisation en échelle logarithmique et je suis en train de m'y pencher justement sur les alts contre l'USD, mais ça je vous en parlerai potentiellement dimanche dans la stratégie Shad. J'avais déjà initié ça dans la partie Discord, mais je le ferai sur la stratégie Shad dimanche. Et simplement pour dire que est-ce que vous pensez que le Bitcoin dans cette situation où ici tout le monde pensait qu'on allait faire un nouvel ATH et en fait que non, Bitcoin est en train d'établir un gros top et que tous les gens qui ont cru un nouvel ATH ici vont paniquer si le Bitcoin va plus bas et vont vraiment capituler si on va dans cette zone et qu'ici on va être capable de poser un bottom et de retrouver des prix haussiers ensuite au niveau du Bitcoin pour potentiellement, pourquoi pas, le prochain halving de 2004 pour le coup. Donc voilà, c'était juste la petite vision que je voulais vous donner. Et justement, on va parler d'une nouvelle chose du coup. On va parler justement de la charte, de la création du Bitcoin, mais cette fois-ci en charte inversée. Donc il faut savoir que j'ai fait un exercice psychologique là-dessus sur les Discord, sur Twitter. Donc j'avais pas dit ici que c'était le Bitcoin en charte inversée depuis sa création, hein, donc depuis le centime de dollar qui se trouve ici, vous voyez ici en haut à droite, le centime de dollar jusqu'au 19 000 $ ici. Donc ici la charte est inversée, c'est-à-dire que les prix sont décroissants tout simplement. Donc j'avais juste posé cet écran là, j'avais posé un screen ici sans dire que c'était le Bitcoin en échelle inversée depuis sa création. Et j'avais dit est-ce que vous achèteriez cet asset? Et quasiment tout le monde a dit oui, j'achèterais cet asset. Donc c'est à dire que si vous êtes prêt à acheter cet asset ici, c'est que vous êtes prêt à le vendre. Donc est-ce que le Bitcoin en échelle inversée est en train de nous faire un méga W monthly qui nous invite à penser que le Bitcoin est en train de poser un bottom majeur, donc au final un top majeur comme on l'a vu ici, qui sera prêt à aller revisiter des prix plus bas. C'est la question qu'on peut se poser, donc maintenant on va rentrer dans des termes techniques. On va rentrer dans des termes techniques tout simplement et on va parler de W, de trendline, de zone de rechargement, etc., etc. Donc ici on peut voir quoi? On peut voir qu'on a eu un break de la trendline. Rappelez-vous, je vous le dis tout le temps, un break de trendline n'est pas suffisant. Ce qu'on va voir derrière un break de trendline, c'est un W. On peut voir qu'on a eu le break de trendline, qu'on est revenu pullback, donc relonger la trendline et là on voit qu'on a un premier W qui se met en place. C'est-à-dire que si ici
ce W se met en place de l'autre côté de la trendline, ça serait très bearish pour le Bitcoin, mais dans le cas d'une charte inversée, très bullish, parce que ici, je vous rappelle, les prix sont décroissants, donc si le prix monte, c'est qu'en réalité, le prix baisse, le prix du Bitcoin baisse. C'est-à-dire que ici, si tout le monde pensait que le Bitcoin était prêt à aller chercher de nouveaux plus hauts, bah en fait, peut-être que le Bitcoin était tout simplement en train de poser un top majeur, donc un top majeur au niveau des 20 000 $, avec un nouveau plus bas aux alentours des 13 000 $, et le fait de casser tout simplement les 3 000 $ pourrait nous faire le gros M monthly qu'on a vu, et quand un marché te sourit, c'est qu'il est prêt à voler ton argent, et que potentiellement le Bitcoin pourrait partir dans une phase de capitulation énorme et plus personne n'y croit, et c'est à ce moment-là que des institutions pourraient rentrer massivement dans le marché. Ça, c'est le scénario que je privilégie le moins, c'est-à-dire que pour nous, comme on l'a vu, on est dans le cas tout simplement d'un ranging market maintenant entre les 3100 et les 13800, donc tout simplement objectif des bears d'aller péter les 3100, objectif des bulls de maintenir les 3100 en allant péter les 13800, objectif des bears maintenir les 13800 en allant péter les 3100. Qui va gagner des bulls et des bears, on n'en sait strictement rien, du tout, je n'en sais rien, et c'est pour ça que nous, comme je l'ai dit en début de vidéo, notre rôle en tant que dans un ranging market, c'est d'essayer d'acheter le bas du range. Maintenant on va voir un beau W weekly qui nous indiquera qu'on est prêt à repartir sur le haut de ce range, et ce scénario qu'on privilégie, c'est-à-dire que ici on pense que des institutions ont accumulé massivement, ont posé un bottom, et que si à chaque fois qu'on revient dans cette zone de prix c'est automatiquement rejeté, ce qu'on veut voir c'est un nouveau W weekly qui nous indiquera à penser que ça y est, on est prêt à repartir minimum, à revenir le haut de ce range et potentiellement s'extraire de ce range à la hausse et de revenir se frotter au nouvel ATH et potentiellement aller faire un nouvel ATH. Ça c'est le scénario qui est privilégié. Cependant, si les bears gagnent en allant casser les 3100 $, il faut revenir sur cette charte, prendre du recul, repasser en échelle monthly, aller en log et se dire que potentiellement le Bitcoin pourrait casser le premier arrêt et qu'ici on passerait justement dans un marché en range entre les 147 $ et les 20 000 $ et que le but tout simplement ce serait de chercher des achats dans le bas de ce range tout simplement. Et ce qu'on voudrait voir, c'est un bon gros W monthly comme le Bitcoin l'a fait ici en 2016 lorsqu'il nous a fait ce gros W monthly ici qui nous indiquait, que ce rallye était prêt à repartir, à faire un gros rallye comme on l'a eu. Ici, le bottom des 3000 est un V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom sont amenés à être retestés. C'est pour ça qu'à mon sens, techniquement, on a des arguments pour dire qu'on est prêt à revenir tester potentiellement les 3000. Je vais retourner sur notre chart en BTC USD et on peut voir qu'on a tout simplement une target AB égale CD pour le coup. Désolé, je vais repasser en weekly. On a une target AB égale CD qui pourrait nous y amener tout simplement une PRZ, donc AB égale CD et revenir potentiellement se frotter au bottom des 3200, et on veut vraiment que ce bottom tienne et que ce soit rejeté très rapidement. Comme je vous ai dit, si on reste dans cette zone de prix longtemps, ce sera mauvais signe. Ça nous indiquera qu'on est prêt ici à aller chercher toute cette liquidité pour potentiellement aller la push plus bas et qu'au final les bears gagneront et iront péter les 3100 $. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le scénario privilégié, ok? C'est pas le scénario qu'on met en avant, le scénario qu'on met en avant, et je me répète, mais vraiment je veux que ce soit compris, qu'on ne modifie pas mes dires ou qu'on comprenne de mauvaises choses, que là je suis en train de vous dire que ça y est, Bitcoin il va aller à 1000 $, il va casser les 3100, absolument pas. Nous on est en train de parler de ranging market et maintenant ce qu'on va voir c'est un beau W weekly se dessiner pour nous dire ça y est, ouf, on est prêt à repartir, la dynamique redevient haussière et hop on va se refrotter au haut du range et pourquoi pas casser ce range et aller se frotter à l'ATH et faire de nouveaux ATH. Donc là maintenant c'est ce qu'on veut voir, on veut que dans les prochaines semaines Bitcoin nous fasse un beau W weekly. Si c'est pas le cas et que malheureusement on ne voit pas de W weekly, qu'on continue de voir des M dans des M, ce qui sera le plus probable c'est potentiellement d'aller péter les 3100 et là on reviendra sur ce scénario monthly en échelle logarithmique qui nous indiquera que on fait un gros M monthly, on pète le premier arrêt et qu'ici on était probablement dans une psychologie de en mode complacency et qu'on va rentrer dans l'anxiété, le déni, la capitulation et qu'ensuite plus personne ne croira au Bitcoin et que potentiellement à ce moment-là les institutions pourront se gaver, acheter massivement du Bitcoin, des altcoins, aspirer toute l'offre tout simplement. Si plus personne n'y croit, tout le monde vend, aspirer toute l'offre et hop, il sera en possession de toute l'offre, il n'y aura plus que de la demande et on pourra repartir sur un rallye. Je vais vous retirer la charte, repartir sur un rallye tout simplement et pourquoi pas revoir de nouveaux ATH. C'est-à-dire qu'au niveau de la psychologie, tout le monde croyait un nouvel ATH ici. Les institutions, leur but malheureusement de rect tous les gens qui ont acheté ici en rachetant leur Bitcoin plus bas, plus personne n'y croit et hop, ils prévoient un nouveau rallye. Et ici les gens sont dégoûtés d'avoir vendu leur Bitcoin et de revoir le Bitcoin partir. Tout simplement, ça pourrait être une opération gagnante pour les 1%. Les 1%, c'est ceux qui ont le plus d'argent, on appelle ça les 1%. Et malheureusement, nous, le public, nous sommes les 99%. Donc maintenant je vais rentrer dans la psychologie, je vais retourner sur cette charte ici. Et comme je vous ai dit en début de brief, si je me souviens bien, vous avez dit que là j'avais beaucoup d'amis qui m'appelaient et qui me demandaient si c'était le moment d'investir dans les cryptos. Et c'est ce que je trouve pas normal. C'est pas normal à mon sens que ces personnes me demandent si c'est le moment d'investir. Pourquoi ?
Parce que quand on était ici, j'avais beaucoup d'amis qui m'appelaient, qui me disaient t'as vu les cryptos ça s'effondre, est-ce que ça va s'effondrer, est-ce que ça va aller à zéro, est-ce que je dois tout vendre? Je leur disais non, ça ne va pas s'effondrer, non, ça ne va pas aller à zéro, on est à la recherche d'un W weekly pour relancer un rallye. Donc tranquillement, on attend du W weekly. Et bah ici ils ne m'ont pas écouté, hein. Le prix est horizontal donc ils en ont rien à foutre, voilà c'est le public, quand c'est horizontal les gens en ont rien à foutre, et encore une fois j'ai oublié de le préciser, on cherche à acheter un marché qui est horizontal. Pensez à Warren Buffett qui nous a tout le temps dit, je vous retrouve la citation exacte, je l'ai notée, j'en ai reparlé dans le Discord aujourd'hui, donc voilà, Warren Buffett qui nous a dit, et qui nous dit, la plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse, le moment d'acheter, et quand personne ne veut acheter, vous ne pouvez acheter ce qui est populaire. C'est ce que Warren Buffett a dit, et à mon sens c'est un excellent conseil, et je pense que Warren Buffett a totalement raison. Vous ne pouvez acheter ce qui est célèbre et vous devez acheter un marché qui est horizontal quand il y a un désintérêt total du public. C'est là où vous devez acheter comme on l'avait eu ici, fin 2019, fin 2018 pardon, qui a structuré ce beau W Weekly. Enfin bref, donc ici comme je vous disais, mes amis m'appelaient en me disant est-ce que les bitcoins vont s'effondrer, est-ce que je dois tout vendre, etc. Lorsqu'on a eu ce gros rallye, j'ai eu de nouveaux amis qui sont venus me parler et qui m'ont dit est-ce que je dois acheter du bitcoin, est-ce que je dois préparer l'avenir, est-ce que je dois acheter du bitcoin, etc. Donc ici, exactement ici, à 13 000, etc., 10 000. Je leur disais non, c'était plus le moment d'acheter du bitcoin, c'était le moment d'acheter ici, maintenant tu dois attendre une nouvelle phase horizontale et ça peut être très long, et c'est ce que je vous ai dit aussi dans les briefs. Mais ce qui a changé ici, c'est que mes amis reviennent me voir et me disent ah t'as vu le marché des crypto-monnaies s'effondre, l'économie s'effondre, enfin même le marché action s'effondre, et j'ai reçu beaucoup de messages là, c'est pour ça que mon téléphone a pas mal vibré cette nuit et que je me suis réveillé assez tôt pour vous faire cette vidéo du coup. Et cette fois-ci, mes amis ne me disent plus « Ah, t'as vu, les crypto-monnaies sont en train de s'effondrer, est-ce que je dois tout vendre et est-ce que ça va aller à zéro ?» Non, ils sont en train de me dire « Est-ce que je dois acheter, est-ce que c'est le moment d'investir ?» Et ça, c'est pas une réaction du public. Le public, quand ça baisse, doit paniquer et doit se dire « Je dois vendre ». Et actuellement, mes amis sont en train de me demander s'ils doivent acheter. Alors que quand il y a un marché qui purge comme ceci, là, c'est les institutionnels qui sont en train de se dire « Ok, les filets sont posés, les gens, on va les piéger, on va poser un bottom, on va arriver ce marché. » Bah actuellement mes amis sont en train de me dire, sont en train de me demander est-ce qu'ils doivent acheter du bitcoin et ils sont prêts à en acheter. C'est pas un comportement normal du public. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire si vous aussi de votre côté, dans votre entourage, ici, les gens vous disaient ça y est, les bitcoins c'est mort, ils se foutaient de votre gueule et quand c'est revenu ici, ils vous ont demandé s'il fallait acheter et si ici ils vous demandent s'il faut acheter. Ce qui veut dire qu'à mon sens, si ici le public commence à se demander s'il faut acheter, bah à mon sens c'est pas quelque chose qu'on veut voir. Donc ce qu'on voudrait voir, encore une fois, c'est un marché complètement horizontal. Les gens se disent ah bah ça y est, le bitcoin il est mort, il était à 5000 mais vas-y il bouge plus, votre truc de merde il bougera plus, et comme on l'a vu, bah le bitcoin il nous structure un beau W weekly qui nous montre qu'il est prêt à repartir. Non, je voulais pas modifier ça, désolé. Je voulais juste modifier la neckline de mon W, mais du coup je vais le modifier comme ceci. Donc voilà, qui nous indique que le Bitcoin est prêt à repartir et qu'ici bah, ils se foutent de nous en disant haha votre Bitcoin ne bouge plus, et qu'au final comme Warren Buffett nous a dit bah faut acheter quand personne ne s'y intéresse, et potentiellement on a besoin d'une phase très longue, très chiante, dans laquelle les mineurs vont capituler. Enfin capituler, je déteste dire capituler, dans lequel on va retrouver des taux de hash qui sont complètement normaux, pas dans la surspéculation abusive au niveau du hash rate, pas avec des mineurs qui sont là juste pour la spéculation, qui sont là pour soutenir le réseau, qui t'a miné à break-even et non à profit, donc c'est-à-dire à miner mais sans avoir du profit immédiat, mais qui sont prêts à miner pour avoir du profit à long terme, qui croient vraiment au Bitcoin et qui ne sont pas là dans le but de faire des profits immédiats. Donc comme je le répète, à mon sens on a besoin d'une grosse purge au niveau du hash rate, et que beaucoup de mineurs malheureusement perdent de l'argent du fait qu'ils aient investi dans des fermes au sommet de ce seuil de profitabilité du mining qui est potentiellement en train de s'établir. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on attend un marché tranquillement horizontal, ça ne sert à rien d'essayer de choper un couteau. Et d'ailleurs, on va en parler. Alors, est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est le fait que les actions se pètent la gueule, que les institutions ont besoin de liquidité, qui retirent toute la crypto pour aller hedger leur position au niveau des actions? Bon, ça c'est une théorie. Donc moi, au niveau de l'order flow, j'avais écrit un message le mercredi dernier parce qu'un membre qui est Valboy, petite dédicace à toi sur le Discord, avait posté un screen, si je vous le retrouve. Voilà, il avait posté ce screen et dans ma tête ça a fait le tilt. Et j'avais dit quand je check ton screen, le combo Open Interest plus liquidation me fait penser qu'un très gros mouvement brutal se prépare. Donc ça, c'est ce que me disait l'order flow, c'est-à-dire l'Open Interest, l'Open Value, les liquidations, etc. Donc ce que fait réellement le marché, l'argent, ce que fait réellement l'argent dans le marché. Donc je disais, quand je vois ton screen à Valboy, j'ai l'impression qu'un très gros mouvement, un mouvement très brutal se prépare. Donc je disais ça mercredi dernier. Donc c'était il y a 2 jours exactement. Donc après j'ai expliqué mon raisonnement, donc j'ai dit de ce que je vois c'est que sur la montée on s'est vite excité, l'Open Interest a été chercher un ATH et l'Open Value est resté stable. Donc ici vous avez l'Open Interest en bleu, donc vous voyez quand le Bitcoin est monté, l'Open Interest s'est excité, on a été chercher un nouvel ATH à 1,1 milliard, donc c'était l'ATH au niveau de l'Open Interest, et lui l'Open Value
augmenter tranquillement. Alors que si on... Ah malheureusement ici j'ai pas l'open value sur Scalpex Index et j'ai pas ouvert Tensor Chart, mais ici sur ce mouvement l'open value descendait énormément parce qu'on avait énormément de liquidations vendeuses, mais je reviendrai dessus. Donc ici on a un open interest qui explose, on a un open value qui explose, et comme dans mon message je le disais, les liquidations bears n'ont pas été énormes, dans le sens où elles n'ont pas été croissantes. Vous voyez ici, ok, donc ici on avait les liquidations vendeuses sur cette montée, donc c'était un petit peu croissant, et après ça n'était plus, c'était décroissant. Et dans un mouvement haussier, généralement, le Bitcoin il aime bien faire quoi? Bah avoir des liquidations vendeuses croissante, ce qui nous invite à penser en fait que les gens sont bears et que généralement on termine ce mouvement avec un blow-off top. Et là j'y reviendrai dans le message comme j'ai expliqué. Donc comme je disais, par exemple lors du run à 14 000 $ en juin, l'open value s'est écrasé, plus en regardant les liquidations on voit qu'on a massacré du bears. Comme je vous ai dit, quand on regarde sur la montée, les liquidations étaient croissantes. On passait de 104 millions de liquidations, 138 millions, 92 millions, 110 millions, jusqu'à avoir un pic à 221 millions. Donc ici les liquidations bears étaient croissantes, ce qui nous invitait à penser que sur ce rallye, les gens étaient majoritairement bears, beaucoup de gens vendaient, donc c'est ce qui a alimenté cette hausse du short squeeze tout simplement. Donc je disais, mais là sur cette montée on n'a pas massacré énormément de bears, comme je vous l'ai montré, les liquidations ici étaient décroissantes, vous voyez les liquidations vendeuses étaient décroissantes, donc ce qui veut dire qu'ici il n'y avait pas beaucoup de bears qui rentraient, mais c'était majoritairement des acheteurs à mon sens. Donc comme je le disais, on n'a pas massacré énormément de bears, les liquidations étaient décroissantes, chose que je vous ai montré, donc on n'a pas eu un gros short squeeze qui fait un blow-off top. Donc un blow-off top, comme j'ai déjà expliqué, c'est un mouvement très brutal de hausse comme on l'a eu ici. Donc voilà. Donc comme je disais, un blow-off top pour plonger les bears en disbelief, donc en désespoir comme on l'a fait à 14 000 en juin, et comme aime bien le faire BTC avec un gros mouvement brutal pour le final. Le Bitcoin aime bien finir ses mouvements avec des mouvements qui sont très très bruyants, des gros mouvements qui choquent tout le monde, des check-out comme on l'a eu ici, comme on l'a eu ici, comme on l'a eu ici, et comme on est en train de l'avoir ici. Donc peut-être ici c'est le mouvement final, le mouvement de capitulation des bears ici, peut-être capitulation des bulls ici, capitulation des bulls ici, capitulation des bears ici, ok. Donc comme je disais, comme aime bien le faire BTC avec un gros mouvement brutal pour le final, si on n'a pas eu de gros mouvement brutal qui squeeze du bear, c'est tout simplement qu'il n'y en avait pas assez pour le créer à mon opinion. Et comme on l'a vu, si les liquidations étaient décroissantes, c'est qu'il n'y avait pas assez de bears ici, qu'il y avait trop de bulls, et qu'il n'y avait pas l'énergie suffisante pour alimenter une hausse plus conséquente. Donc comme je dis, donc ça m'invite à penser que sur cette montée récente, on a eu énormément de longues qui se sont lancées, donc potentiellement un couteau se prépare pour faire un gros pic de liquidation. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un énorme couteau ici qui a été chercher des nouveaux pics de liquidation, un nouveau record de plus de 800 millions ici, ce qui est énorme. Donc ici on a eu premièrement 100 millions et ici on a eu 800 millions de liquidation. C'est totalement énorme, c'est du jamais vu sur le Bitcoin, c'est le plus gros taux de liquidation et on peut voir que du coup l'open interest a dégonflé, maintenant on est à 400 millions. Donc comme je disais, donc ça m'invite à penser que sur cette montée récente, on a eu énormément de longs qui se sont lancés, donc potentiellement un couteau se prépare, chose que je vous ai montré, pour faire un gros pic de liquidation. Et comme je disais, peut-être que c'était déjà le cas avec le mouvement précédent de ce week-end, donc du week-end dernier, mais bon, les liquidations étaient trop faibles. Et ça je dis que l'open interest n'a pas énormément dégonflé sur cette baisse, le marché s'est leverage massivement. La question c'est de savoir si c'était short ou long the dip. Si c'était short, alors il est probable de voir un short squeeze qui va avaler rapidement la baisse, désolé je perds mes mots. Donc ici on n'a pas avalé rapidement la baisse, donc c'était majoritairement des achats. Si c'était short, alors il est probable de voir un short squeeze qui va avaler rapidement la baisse récente. Si c'était buy the dip, alors ce sera un gros couteau. Donc le couteau qu'on a actuellement, il peut tout simplement s'expliquer. Alors est-ce que c'est le coronavirus? Est-ce que c'est les institutionnels qui bougent leur fonds des bitcoins pour se couvrir sur d'autres positions sur les marchés traditionnels? C'est peut-être le cas. Mais en tout cas on peut voir que nous, au niveau de l'order flow, ce mouvement était potentiellement prévisible. Comme je l'expliquais le mercredi, je disais qu'on allait avoir un énorme mouvement brutal, que ce soit à la baisse, soit à la hausse. Si c'était à la hausse, un énorme short squeeze. Si c'était à la baisse, un énorme long squeeze, donc un énorme couteau qui tombe, comme je le dis ici, alors ce sera un gros couteau. Et je disais ça le mercredi dernier. Donc c'était ce que nous montrait l'open interest quand on faisait de l'order flow. Ce marché, il y avait énormément de gens leveragés, et comme je vous le dis tout le temps, les market makers, leur but c'est d'aller chercher la liquidité. Ils vont chercher la liquidité là où il y a la liquidation des gens. On a eu 800 millions de liquidations, c'est qu'ils ont estimé que c'était énormément juteux d'aller ramener le Bitcoin plus bas pour aller chercher toute leur liquidation, pour aller chercher toute cette liquidité. C'est le but des market makers. Voilà, et comme je disais, par contre, techniquement, comme Socrate disait un petit peu plus haut, au niveau du momentum, il n'y a rien qui nous indiquait qu'il y a un gros squeeze. Et comme je disais, oui, au niveau du momentum, il n'y a rien qui m'indique un gros squeeze, je suis d'accord là, mais là, c'est purement de l'order flow. Voilà.
Ensuite, justement, on échangeait de ça sur Discord, donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, mais voilà, comme je disais, il y a déjà 2 jours, on en parlait de potentiellement un énorme couteau. Donc pour être honnête avec vous, je pensais pas qu'on allait avoir un énorme couteau qui va jusque 3800, donc là 4100 sur Bitfinex, mais 3800 sur Bitstamp si je dis pas de conneries. Personnellement, je m'attendais à un couteau qui peut aller pousser jusque le bas de la zone de rechargement, donc là, assez surpris quand je me suis réveillé très tôt ce matin, 4h, quand j'ai vu un Bitcoin à 3800, je vous cache pas. Mais voilà, donc comme j'expliquais dans le brief, ça ne m'étonnerait pas qu'on allait pousser la liquidité plus bas, dans le bas de la zone de rechargement. Donc voilà, donc voir un couteau comme ceci, ça ne m'étonnait pas tellement, mais là, de voir un comme ceci, oui, vraiment, là pour le coup, je suis étonné. Donc voilà, je me devais de vous faire cette vidéo. Malheureusement, on n'a pas le temps de parler. Enfin, si, allez, on va parler des alts, mais vraiment très rapidement. Donc, les alts, c'est la même chose que le Bitcoin. À part que les alts sont potentiellement, essayer en train de défendre, pardon, je perds vraiment mes mots, je suis fatigué, le brief est assez long, il est énormément long, d'essayer de défendre ce bottom. Donc les bulls doivent absolument maintenir le bottom des 83$ sur Ethereum pour essayer de nous faire un W monthly par la suite. Donc ici devoir premièrement un W weekly se mettre en place comme on l'a vu sur le Bitcoin pour revenir chercher le haut de ce range. Ethereum est lui revenu chercher le haut de ce range, donc ici les institutionnels, gestion du risque, comme je vous le disais dans les briefs. Zone de rechargement de short, si vous avez acheté le bas du range, vous devez faire une gestion du risque, sécuriser les profits. J'espère que ça a été fait. Et tout simplement, comme je vous ai dit, on trace nos zones de rechargement, et la zone de rechargement, ce n'est pas suffisant, et le marché nous a prouvé cette chose, que une zone de rechargement qui est une simple raison de localisation n'est pas suffisante. Donc maintenant, ce qu'on attend, encore une fois, les confirmations momentum, les structures qui nous montrent que ça y est, les bulls défendent le bas de ce range et sont prêts, malheureusement comme ceci, désolé, les bulls défendent le bas de ce range et qu'on est prêt à retourner dans le haut de ce range, et pourquoi pas avoir une extraction haussière et retrouver des prix haussiers. Donc encore une fois, c'est des scénarios privilégiés, et malheureusement, si les bears cassent le niveau des 82$ comme c'est leur objectif, malheureusement on aura une continuation baissière et on fera la même chose. C'est-à-dire que si on passe en logs, malheureusement il y a encore de la marge et il n'y a plus de support, et potentiellement le marché pourrait dégringoler sur Ethereum. Mais encore une fois, c'est pas le scénario qu'on privilégie. Nous, ce qu'on privilégie, c'est que les bulls se réveillent, désolé du terme que je vais dire, mais voilà, se sortent les doigts du cul et nous défendent le bottom des 83$ en structurant un beau W weekly qui pourra faire au final un bon gros W monthly. Donc là on fait un énorme check-out, tout le monde a énormément peur et hop, on reverse le marché et on repart à la hausse. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller, mais encore une fois, ce qu'on aimerait bien voir, comme je le répète tout le temps, c'est un W weekly maintenant se poser ici pour nous indiquer que ça y est, la dynamique s'inverse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ok, donc c'est ce qu'on surveillera au cours des prochaines semaines. Donc sur Ethereum, c'est exactement ce qu'on veut voir. XRP qui lui a été cassé son bottom des 17 centimes. Comme je vous l'ai dit, si on va casser le bottom, c'est très mauvais signe. Et il faudra attendre un nouveau W weekly. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, les breaks de trendline, c'est pas suffisant. Si on n'a pas de W de l'autre côté, une structure de l'autre côté de la trendline, le but c'est de revenir longer la trendline, chose qu'on est en train de faire. Donc de repartir dans le mouvement initial de la trendline, qui est une trendline baissière, donc un mouvement baissier. Et maintenant, ce qu'on va voir sur XRP, c'est pareil, un W weekly qui nous montre que le marché est prêt à repartir comme il nous l'avait fait ici, tous ces W weekly, et je vous rabâche ça depuis des semaines et des mois, mais pour les investisseurs, on vous recommandera toujours d'attendre les W weekly qui se posent, qui vous montrent que le marché est prêt à reprendre une dynamique haussière, et pour ne pas vous retrouver dans une situation où vous essayez d'acheter un couteau et que le marché malheureusement continue de faire des M et continue de baisser, de baisser, de baisser, de baisser, de baisser. Voilà, donc pour XRP, la situation est un peu plus critique que Ethereum, et pour le coup, ça demandera encore de longues semaines, potentiellement de longs mois, de longs trimestres pour poser un bottom. Si je vais ici, par exemple, donc je vais prendre XRP USD sur Poloniex de mémoire, c'est là où il y a le plus d'historique. Voilà, donc là c'est là où on a le plus d'historique. Qu'est-ce que vous pouvez constater? Vous avez un cours qui est horizontal, le cours ne fait rien, on nous fait un méga W monthly comme ceci. Donc là je passe en monthly, hop, je passe en monthly en log, vous voyez ce méga W monthly ici, et qui vous offre une hausse, la cassure depuis la TH de 45 000%, ce qui est assez énorme. Donc voilà, c'est ce que vous voulez voir, un marché horizontal qui ne fait rien, personne parle d'XRP, personne n'en veut. La smart money se gave, la smart money accumule, aspire toute l'offre, après il n'y a plus que de la demande, et ce marché pousse énormément à la hausse. Donc, et ce bottom, vous pouvez voir que ce bottom il a mis du temps à se poser, il s'est posé du 1er novembre 2015 jusqu'au 1er mars 2017, donc quasiment un an et demi. Un bottom c'est très long, donc ce que vous voulez voir sur XRP c'est pareil, un gros W weekly ou monthly se mettre en place. Donc ici c'est un gros W monthly qui s'est mis en place, qui vous indiquera que ça y est, XRP est prêt à repartir, et c'est ce que vous devez d'attendre, ok, et ça sur tous les assets que vous voulez acheter.
Ok, donc j'espère vraiment avoir été clair là-dessus. En tout cas, comme je reviens dessus, maintenant ce qu'on attend, bah, c'est le WUCLI de l'autre côté de la trendline, encore une fois, et pour l'instant il n'y est pas, donc patience, patience pour les investisseurs, je le répéterai jamais assez. LTC, la situation est la même que Bitcoin, c'est exactement la même, et la même qu'Ethereum. Faut que les bulls maintiennent en vie le bottom des 22 $, si on veut garder en vie ce potentiel W monthly, qui nous indiquera que ça y est, on est prêt à avoir une dynamique haussière en échelle monthly, donc sur du moyen long terme, mais prêt à redécouvrir des prix haussiers. Donc voilà, maintenant les bulls doivent impérativement maintenir le bottom des 22 $ et aller casser la neckline des 146 $ ensuite. Donc maintenir en vie le bas de ce range. Et Ethereum classique qui lui avait réussi à faire son W monthly. Alors est-ce que c'était un head fake, donc c'est-à-dire un fake out, on réintègre et on reva plus bas, donc ce qui serait très bearish. Mais ce que j'ai remarqué sur ETC, c'est que lui pour le coup, vous voyez le bottom est à 3,3 $ sur Bitfinex. Ben on peut voir que ici 3,4 $ automatiquement racheté et 3,3 $ aussi complètement défendu. Donc ici il y a des big boys qui vraiment ont posé un bottom, défendent tout ce qui revient ici. Et encore une fois c'est la même chose. Si on perd ce bottom, ce sera très bearish parce que lui ça aura fait un W qui se fait piéger. Donc ici il y aurait énormément d'acheteurs piégés, donc énormément de liquidité à aller apporter plus bas. Donc il faut que ETC aussi tout simplement maintienne en vie son bottom des 3 $. Tout simplement maintienne en vie son bottom des 3 $. Si on va plus bas que 3 $, ça avalera cette structure en W monthly et il faudra en attendre une nouvelle. Et ce sera très bear parce qu'ici il y a beaucoup de gens qui sont rentrés et bah, il y a beaucoup de liquidité potentiellement qui attend plus bas si les big boys décident de lâcher les 3 $ pour aller accumuler plus bas, tout simplement. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, vraiment je suis désolé, elle n'est pas aussi claire que je voudrais, elle est assez longue, j'ai pas trouvé exactement les mots que je voulais dire. Ce que vous devez retenir sur Bitcoin et sur les alts, c'est qu'on est sur des bad range, on cherche des structures en WUCLI, on veut que le marché nous inverse la dynamique qui est actuellement baissière, on veut à nouveau le marché nous structure des WUCLI pour repartir dans une dynamique haussière, c'est ce que vous devez retenir sur le Bitcoin. Au niveau de l'hash rate, je reviens là-dessus. À mon avis, à mon sens, il y a beaucoup trop de mineurs qui sont là que pour la spéculation. Faut dégager ces mineurs. Le fait de dégager ces mineurs ne tuera pas le réseau Bitcoin parce que le Bitcoin nous a prouvé par le passé et comme je vous ai montré avec des chiffres, bah, que le réseau pourra continuer de tourner. Ne vous laissez pas berner par les mineurs capitulent, le Bitcoin est mort, absolument pas. C'est pas parce que même si le hash rate divise par 2, par 3 que le Bitcoin sera mort, le réseau continuera de tourner, ce qui permettra la difficulté de faire diviser par 2, diviser par 3. Donc de dégager tous les mineurs qui ont été là pour la spéculation et de laisser que les mineurs qui croient au Bitcoin, qui sont prêts à miner du Bitcoin, quitte à être à break-even, c'est-à-dire de miner du Bitcoin sans être rentable à l'instant T, et qui sont là pour soutenir le réseau et qui croient dans Bitcoin à long terme, et de dégager tous les spéculateurs court terme qui ont investi dans des millions pour miner du Bitcoin sur du court terme et pouvoir vendre automatiquement leur Bitcoin en ayant une plus-value. Ce qui permettra, encore une fois, je me répète, de descendre la difficulté, de descendre le prix de production, donc de garder des mineurs qui sont là, encore une fois, pour le long terme, et donc d'avoir un taux de hash qui va corriger toute cette énorme parabole, et tout simplement d'avoir un désintérêt total des mineurs, donc de garder un prix de production bas, donc même si le Bitcoin baisse, que ce prix de production puisse être suffisamment bas, bah pour que les mineurs qui sont là pour le long terme puissent continuer de soutenir le réseau, et comme par le passé le Bitcoin nous a montré, le Bitcoin a réussi à tourner avec des taux de hash beaucoup plus bas, donc le fin mot de l'histoire c'est que les mineurs, ici on parle pas de capitulation des mineurs, on veut une capitulation des mineurs spéculatifs pour qu'il ne reste plus que des mineurs qui soient là pour le long terme et soutenir le réseau parce qu'ils croient au Bitcoin. Voilà, c'était le fin mot de cette vidéo, je suis désolé si elle n'a pas été assez claire, vraiment je me répète, désolé mon bras a craqué. Désolé si c'était pas aussi clair que ça pourrait l'être, je pourrais revenir dessus lundi, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire aujourd'hui. Très gros brief, je me répète, désolé de ne pas avoir été aussi clair que je pourrais l'être, cette vidéo devait être plus préparée, mais je me devais d'en parler parce que j'entends énormément de bêtises à mon sens au niveau de l'hash rate. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire ou à venir sur le Discord pour échanger avec nous en me disant moi je ne suis pas d'accord avec tes arguments, c'est totalement le but recherché, je veux qu'il y ait un échange comme je l'ai dit sur le Discord dans le respect, un échange qui soit prolifique à tout le monde, que ça bénéficie à tout le monde, apprenez-moi des choses, si je vous apprends des choses c'est super, si vous pouvez m'en apprendre c'est super aussi, si vous pouvez en apprendre aux autres dans les commentaires n'hésitez pas, donc voilà, c'était le fin mot de l'histoire, donc voilà, si ce brief vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à activer la petite cloche, je le répète, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, je sais que je suis revenu sur beaucoup de termes, sur les zones de rechargement, sur les wake of check, sur les structures, parce que j'espère que cette vidéo sera vue par beaucoup de personnes et pas mal de novices justement, que cette vidéo soit pas mal vue pour
apporter mes arguments sur justement ce qu'est le mining et que le Bitcoin ne meurt pas s'il va sous 3000 $. Ne vous laissez pas berner par cette chose, je pense que c'est ce que les institutions veulent nous faire croire, que les big boys ou les baleines comme vous les appelez veulent nous faire croire et puissent racheter vos bitcoins plus bas. Si jamais on est amené à aller sous 3000 $, encore une fois, c'est pas le scénario qu'on privilégie. Voilà, donc moi je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve dimanche du coup pour l'épisode de la stratégie chat dans lequel je vais vous initier justement aux stratégies chat contre l'USD en équivalent USD, on reparlera des Fibs logs etc. Donc vraiment n'hésitez pas à venir checker un petit peu cet épisode du dimanche dans lequel on analyse le marché des altcoins. Donc voilà, donc moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, on se retrouve donc dimanche, allez ciao tout le monde.